Oui, absolument. Absolument. C'est lui qui a répandu l'idée que les prix étaient avant tout des signaux porteurs d'informations. Tout à fait. Allez-y si vous avez d'autres questions, ça permet de respirer un petit peu. C'est un peu dense. J'aurais éventuellement une petite question. Est-ce que tu peux préciser dans quel sens Hayek emploie le mot socialisme? Tu en as parlé peut-être dans l'introduction, peut-être que tu en parleras après. Oui. Parce qu'il peut y avoir un malentendu. Le terme socialisme tel qu'il était employé au XXe siècle n'a pas forcément exactement le même sens que quand on l'emploie aujourd'hui en France, quand on parle du Parti socialiste ou du candidat socialiste aux élections. Donc il y a peut-être une petite mise au point là-dessus à faire. Absolument. Donc Hayek utilise le terme socialiste dans un sens beaucoup plus général que celui d'une simple étiquette mise sur un parti. Le socialisme pour Hayek, il commence dès lors que le gouvernement cherche à régir l'activité économique des individus. En agissant non pas sur le cadre, non pas sur les règles de droit qu'il faut respecter, dès lors du moins qu'elles sont acquises par la tradition, etc., mais en voulant se substituer aux individus, à leur volonté, à leur liberté, pour imposer un plan, soit un plan général, soit un plan dans un domaine particulier, en dictant, en incitant les personnes à agir dans ce sens-là, avec des moyens d'incitation divers qui peuvent être des moyens réglementaires, des moyens fiscaux. Si je comprends bien, l'intérêt d'un système dans lequel il n'y aurait pas d'action socialiste, c'est que les signaux, le marché se conforme lui-même à des règles qui sont meilleures que si le gouvernement intervenait. Que si le gouvernement cherche à créer lui-même des règles. Le droit pour Hayek n'est pas un droit édicté, c'est pas un droit qui peut être créé par les gouvernements. Si on fait ça, c'est dangereux. On s'engage sur la route de la servitude. Sa conception du droit, je l'ai précisé un peu plus tard, mais c'est un droit qui s'est formé au travers d'une longue évolution qui a établi, l'évolution a sélectionné un certain nombre de règles qui ont permis aux sociétés les plus respectueuses de ces règles de prospérer. Bon, c'est un petit peu, peut-être encore un peu rapide pour répondre à vos questions. Et aussi en introduction, vous avez dit que Hayek était mal vu, qu'il a été considéré comme ultra-libéral. Mais en quoi est-ce négatif d'être ultra-libéral? En France, ce n'est pas une étiquette très porteuse dans les médias, en tout cas. Bon, ultra-libéral, ça renvoie dans notre pays aux ultras de la Révolution, à d'abominables réactionnaires. C'est quand même vu un peu comme ça. Je ne pense pas que d'abord dans l'opinion publique, peu de gens savent qui est Hayek, et quand ils le savent, souvent ils n'ont pas une très bonne opinion de ce penseur qu'ils connaissent mal, et qui est vu comme étant quelqu'un prônant un capitalisme débridé, l'exploitation d'une classe par une autre, ou ce genre de choses, alors que c'est à milieu de sa pensée. Oui, vous vouliez dire? Je ne suis pas du tout, comme je suis en S, je n'ai jamais fait d'économie, donc je ne suis pas très à l'aise avec le concept, mais quand vous parlez d'illusion macroéconomique, vous dites que c'est pas bien parce que c'est des relations simplistes entre des agrégats, mais est-ce que c'est pas le but de l'économie de trouver des calculs qui fonctionnent et qui permettent de prévoir ce qui va se passer, qu'on trouve quelque chose qui marche, qu'on peut appliquer pour pouvoir prévoir des événements? D'accord. C'est le but que lui ont assigné les Keynésiens. Effectivement, avec cette idée que l'économie, c'est une sorte de vaste système de tuyaux reliant les uns aux autres différents agrégats, et que le gouvernement peut agir sur ce système, je sais pas, en injectant de l'argent, en prenant telle ou telle décision pour, à court terme, faire baisser le chômage. Hayek dit ça c'est possible, mais à court terme ça va peut-être marcher, mais à moyen et long terme, ça dégrade encore un peu plus les choses. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant en évoquant sa conception des crises. Il ne nie pas le fait que le gouvernement peut agir sur ces agrégats. Il dit que le faire
c'est empirer les choses. Quand il y a une crise, une difficulté, que le chômage grimpe, la tentation d'un gouvernement, c'est effectivement de faire quelque chose. Parce que l'opinion le lui demande, et parce qu'il pense que c'est sa mission. Mais si face à une crise, le gouvernement cède à cette tentation, selon Hayek, à court terme, on peut avoir quelques résultats qui font plaisir à l'opinion publique, mais très vite, ça va se dégrader, ça va empirer, et ce sera pire après. En fait, ce que je comprends pas, c'est si on considère l'économie comme la somme des expériences de plusieurs individus, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer? Parce qu'on ne peut pas prévoir... Les laisser libres d'échanger, de produire, de commercer, liberté des individus, encadrée par des règles de droit. Mais un droit qui n'est pas en permanence créé et modifié par le gouvernement. On va essayer de progresser un petit peu après si vous voulez vous reprendre les questions. Voilà, donc je pense que là, il faut que je vous donne quelques indications sur sa conception de la monnaie, du capital et des crises, pour peut-être mieux comprendre son point de vue. Donc pour Hayek, le montant de la monnaie en circulation et son évolution jouent dans bien des cas sur les prix relatifs. Quand la Banque centrale injecte de la monnaie dans l'économie, ça va modifier le prix des biens les uns par rapport aux autres. Et par voie de conséquence, ça va jouer sur la production et sur les revenus. C'est pas neutre. La monnaie est inévitablement source de déséquilibre pour Hayek. Dans une équilibre monétaire, il y aura des déséquilibres. C'est dans la nature des choses. Pour minimiser ces déséquilibres liés à l'utilisation de la monnaie, il faut que la politique monétaire, celle que mène la Banque centrale, en l'occurrence aujourd'hui la BCE, aux États-Unis la Fed, pour Hayek, il faut que la politique monétaire soit aussi neutre que possible. Condamnation d'une politique monétaire dès lors qu'elle est active, dès lors qu'elle cherche, en créant beaucoup de liquidités ou en abaissant les taux d'intérêt à niveau très bas, à relancer l'activité. Pour Hayek, c'est le type même de choses qu'il ne faut pas faire, parce qu'on va aggraver encore les choses en le faisant. Manipuler la monnaie, c'est courir les risques du surendettement et de l'hyperinflation. C'est-à-dire et ou de l'hyperinflation. Bon, surendettement, on voit bien ce que ça veut dire. Bon, le taux d'endettement de notre pays, le ratio dette sur PIB est quand même passé en l'espace de quelques années de 60 à 100% du PIB. Bon, hyperinflation, c'est une menace écartée pour le moment. Enfin, il y a d'autres formes de troubles monétaires. Donc, voilà pour la monnaie. La monnaie, attention, c'est pas neutre, c'est source de déséquilibre, et une politique monétaire pour encore les aggraver, ou au contraire les minimiser. Mais cela dit, les déséquilibres nés de l'usage de la monnaie, il faut vivre avec. Pour ce qui est de la formation du capital, Hayek part de l'idée que l'épargne précède l'investissement et en détermine le montant. Il faut d'abord épargner pour ensuite investir et laisser les gens libres d'épargner ce qu'ils veulent. C'est que le revenu perçu par un individu est l'objet d'un arbitrage, d'un choix entre consommer et ou épargner. Il faut laisser les individus libres de consommer ce qu'ils veulent et par voie de conséquence d'épargner ce qu'ils veulent, et c'est le montant de cette épargne qui va conditionner l'investissement, ce qui va être investi sous forme de biens de production. En fonction de l'épargne disponible, entre les moyens originels de production, Hayek n'en reconnaît que deux, la terre et le travail. Entre les moyens originels de production que sont la terre et le travail, d'une part, et les produits finis, d'autre part, peuvent s'interposer plus ou moins de biens intermédiaires, de biens de production. Exemple, la pêche, exemple idiot, mais bon, qui est tout à fait parlant. La pêche peut être pratiquée selon des procédés plus ou moins capitalistiques, allant de la pêche à main nue, vous pouvez essayer d'attraper un poisson voilà, dans une rivière poissonneuse avec des trucs qui sautent partout, c'est de l'attraper à la main, jusqu'aux navires chalutiers usines draguant les fonds avec des filets, d'énormes filets et représentant un investissement très important en capital. Un navire usine qui d'abord sort le poisson, le découpe, le congèle, etc.
Et entre les deux, on a un processus de production qui est plus ou moins long. Extrêmement court dans le premier cas, mais beaucoup plus long dans le deuxième cas, parce que le navire, le chalutier usine, il a fallu le construire avec tous ses équipements, etc. Ça demande un gros investissement. Donc les processus de production peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins capitalistiques, pour le dire dans le terme des économistes. Alors l'épargne disponible rend possible des processus de production faisant appel à plus ou moins de capital, et donc plus ou moins long. L'épargne elle-même est déterminée par le taux d'intérêt. Prix, qui est donc porteur, c'est un prix parmi d'autres, mais un prix spécial, qui est porteur d'un signal crucial, puisque c'est le signal qui va déterminer chaque individu à arbitrer entre consommation et épargne. Donc l'épargne dépend du taux d'intérêt. Et un taux naturel de l'intérêt, c'est le terme qu'emploie Hayek, un taux naturel de l'intérêt se forme si on laisse jouer librement les mécanismes du marché. Ça va se former sur le marché des capitaux. Le problème, c'est que dans une économie où la monnaie est devenue de papier, monnaie de papier, aujourd'hui monnaie électronique, son contrôle passe aux mains des apprentis sorciers que sont les banquiers et les politiciens. Les banques centrales peuvent y faire passer le taux que pratiquent les banques commerciales en dessous du taux naturel. Les banques centrales peuvent pousser artificiellement le taux d'intérêt en dessous du taux qui naturellement résulterait de la confrontation d'une épargne libre et d'un investissement. Tel fut le cas, par exemple, dans les années 30, lorsque fut pratiquée une politique d'argent à bon marché. Les historiens de l'économie appellent ça une cheap money policy. C'est le cas aujourd'hui avec les politiques monétaires dites non conventionnelles, où on a des taux quasiment à zéro aujourd'hui, du fait de l'intervention des banques centrales. Eh bien, si c'est le cas, pour Hayek, un faux signal est envoyé aux agents. Un taux trop bas est une incitation à allonger la longueur des processus de production. On va avoir des processus de production de plus en plus capitalistiques. Et de ce fait, on va produire trop de biens de production, trop de biens d'investissement et pas assez de biens de consommation. On va déformer la structure de la production dans un sens qui, inévitablement, à un moment ou à un autre, se soldera par une crise. Donc, je reprends mon argumentation. Davantage de ressources sont transférées vers les biens d'investissement au détriment des biens de consommation. Plus rares, ceux-ci deviennent plus chers, alors qu'il y a un excès de biens de production. Ont été financés des projets qui ne tiennent pas leurs promesses, on a surinvesti. De ce fait, à un moment, les banques arrêtent de financer, la source de crédit se tarit. Dans le secteur des biens d'investissement, c'est le marasme, les entreprises font faillite, chômage. Cette crise est due au surinvestissement, lié au fait qu'on a artificiellement baissé les taux d'intérêt, et non à une insuffisance de la demande, comme le prétend Keynes. Oui, on approche de Keynes. Et cette crise dure aussi longtemps que la structure équilibrée de la production n'a pas été rétablie. Ça passe par son raccourcissement. Réagir en stimulant artificiellement la demande aggrave la crise. Citation d'Hayek, je le cite, « Une fois la crise déclarée, nous ne pouvons rien faire pour en sortir avant son terme naturel. » La crise est déclenchée, il faut laisser les mécanismes de marché la résorber du mieux possible. Les crises sont des rappels à l'ordre. Elles permettent de résorber les déséquilibres nés dans la phase d'euphorie qui a précédé. Hayek utilise l'image d'un éventail pour décrire cette suite récurrente de phases d'expansion et de contraction. Et l'éventail, on le déploie et on le replie. D'autres ont avancé l'image de l'accordéon. On joue de l'accordéon, ça fait comme ça. Et Hayek ne nie pas qu'on puisse stimuler artificiellement à court terme l'emploi par une politique monétaire. Mais ce type de plein emploi est instable.